Je m'appelle donc Julien Dossier, j'ai créé Quattro Libri, société de conseil en innovation qui travaille en fait depuis maintenant 13 ans sur des questions de transition, avec un focus sur la transition qu'on a appelée d'abord post-carbone. J'avais travaillé avec Jacques Tess, il a évoqué le post-carbone à l'époque. C'était le programme Repenser la vie dans une société post-carbone. On a aussi travaillé sur la stratégie bas carbone. Et j'ai récemment travaillé sur la stratégie de neutralité carbone, notamment en étant le co-auteur de la stratégie de neutralité carbone de la ville de Paris, que vous pouvez retrouver sur mon site quattrolibri.com. Donc il est 14h, un peu plus, et vous sortez d'un repas, au cours duquel vous êtes peut-être sustenté au point de vous élargir la ceinture. Maintenant, je vous propose d'attacher vos ceintures, parce que je vais vous parler un peu de ce que ça veut dire la neutralité carbone. C'est un terme un peu technique, mais on va voir que ça va nous emmener dans une forme de voyage. Alors, d'abord, on va prendre de la hauteur. On va voir que la neutralité carbone, ça existe. Sous cette forme-là, par exemple. Donc quand on parle de tout ce qu'on a entendu ce matin, il faut imaginer qu'il y a des gens sur Terre qui sont encore en train de penser à ça. Ce qui n'est pas exactement cohérent avec ce qu'on a entendu. Il n'y a absolument rien dans ce qu'on voit là qui est compatible avec ce qu'on a entendu ce matin. Et pourtant ça existe. Et on n'est pas sur Mars. On est au nord de Las Vegas, dans une zone désertique qui est très largement couverte par ce genre de choses. Si vous allez à Phoenix, Arizona, c'est la même chose, etc., etc. Donc, après avoir pris la hauteur, on va revenir sur Terre. Donc, la question qu'on peut tous se poser sur notre sujet, c'est les bronzés font-ils du ski? Parce que quand on compare la vitesse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte qu'on est très loin du compte en business as usual. Si on compare avec ce qu'on a eu l'ambition de faire au moment du Grenelle, on est encore très loin du compte. Si on compare ce qu'on a aujourd'hui sur la place avec la stratégie de transition pour la croissance verte, on est encore très loin du compte. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un sujet qui s'appelle la neutralité carbone. Alors on peut le voir comme un sujet positif, c'est-à-dire qu'on a eu l'avantage de fréquenter les pistes de ski et de progresser. Donc quand on est aujourd'hui à l'étage de la neutralité carbone, on se considère tout à fait compétent. Ça tombe bien parce que la pente est raide. C'était Raffarin qui nous disait ça. Et si on veut le faire sans séquestration, la pente est vraiment très raide. Et cette image-là, elle est peut-être un peu impressionnante, peut-être un peu effrayante, mais elle a le mérite de nous apprendre à savoir lire une courbe. Alors lire une courbe, c'est ça. Parce que j'aurais pu vous montrer cette image-là pour vous dire, plus on attend, plus la pente sera raide. Donc vous voyez qu'en bas, à gauche, vous avez une courbe qui relève de la gentille colline. C'était ce qu'on aurait pu faire dans notre rythme de réduction d'émissions de gaz à effet de serre si on avait agi à temps, il y a 20 ans. Et vous voyez que comme on a continué de ne pas agir, entre-temps, les émissions, elles ont continué à augmenter. C'est la ligne noire qui monte, qui monte, qui monte. Et plus elle monte, et plus la pente de réduction pour atteindre la neutralité sera raide. Parce que, à l'autre bout de la courbe, le point n'a pas bougé. Ou marginalement. Donc la neutralité carbone, c'est comprendre ce que ça veut dire, en fait, se confronter à des réalités physiques, biologiques, des contraintes, des limites, vraiment. On est dans un nouveau monde. Et comme on est dans un nouveau monde, nous, quand on a publié notre rapport, on appelait ça changer d'air. Donc je vais vous dire en quelques mots ce dont il s'agit. Rapport commandé par la ville de Paris, donc qui ne fait pas loi, c'est-à-dire que nous, on a produit une contribution au débat. C'est un document qui a été publié il y a à peu près 1 an, et que vous pouvez là encore télécharger, il y a les liens qui apparaissent ici, sur la neutralité carbone. Alors, qu'est-ce que c'est la neutralité carbone? On a commencé par montrer la courbe. Et la courbe, il faut là encore apprendre à la lire. Donc, voilà ce qu'on a fait
jusqu'à présent. Superbe. Et voilà ce qu'il nous reste à faire. Alors, est-ce que vous savez à quoi correspondent les petits numéros qui arrivent là? 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça représente? Oui, les mandats. Donc, on a 5 votes au municipal. Enfin, à 2 tours, on va déposer 10 bulletins. 1 par doigt. Donc, à chaque fois que vous pensez 2050, pensez à vos 10 doigts. C'est vos 10 bulletins de vote pour les municipales qui vous restent jusqu'à 2050. Et je pense que pour prendre l'ampleur de la mesure, il faut imaginer que à chaque fois qu'on a raté un objectif dans un de ces mandats, vous vous êtes coupé en doigts. Je ne suis pas très drôle, hein, juste après un déjeuner, j'en ai conscience, mais en même temps, je pense qu'il faut pouvoir avoir des images qui nous permettent d'avoir envie d'en rire, parce que si on les prend juste pour ce qu'elles sont, elles nous laissent vraiment dans une situation d'effroi glaçant. Donc on a besoin un peu d'en rire. Donc, si on regarde quand même ce que ça veut dire ici, regardez à la fin du 2, entre 2 et 3, la forme de la courbe. Vous comparez ça avec là où on est aujourd'hui, la ligne pointillée. Donc, entre 2 et 3, c'est la fin du deuxième mandat complet après celui qui est en cours. Donc on est en 2032. Donc en 2032, regardez la forme de nos émissions. Donc on est déjà à la moitié de là où on est aujourd'hui. Donc on a divisé nos émissions par 2. Et maintenant je vais vous commenter un peu les postes. Le gros vert, c'est la consommation, et dans le gros vert, c'est notre alimentation. Ensuite, le gris, c'est le fret routier et aérien, transport de marchandises. Le jaune, c'est le transport de personnes. Et le bleu, c'est le résidentiel. Et donc, vous voyez que quand on vous parle de la fermeture des voies sur berge, on est sur un petit pourcentage de la voirie parisienne, pour un petit pourcentage des trajets. Donc on a à peine sur l'épaisseur du trait qui sépare le jaune du gris. Vous voyez? Donc on fait tout un débat avec une mobilisation des éditorialistes, des gens qui prennent la parole à la télé, etc., pour l'épaisseur du trait, alors que le message, c'est qu'on va devoir très 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 massivement réduire les émissions dans nos postes de transport à très très brève échéance. Et quand vous voyez que c'est en même temps, et là on est très macronien, hein, on fait et en même temps, la réduction dans les transports, dans l'alimentation, dans le bâtiment, etc., etc. C'est pour ça qu'on dit changer d'air. Et changer d'air en s'autorisant à penser, et on a entendu ce matin parler de l'importance de l'imagination, il faut qu'on arrive à imaginer un monde autre. Alors, il n'est pas complètement autre, dans la mesure où on a voulu faire un scénario qui puisse être entendu. C'est-à-dire que, je crois qu'il y a quelqu'un qui éternue, je souhaite tous mes souhaits à la personne qui éternue. Donc, on a souhaité présenter un scénario crédible, c'est-à-dire, et surtout entendable. Entendable, on s'est fondé sur des données de l'INSEE, de l'Agence internationale de l'énergie, etc., etc. On est solide, rigoureux d'un point de vue données, on a fait travailler des ingénieurs là-dedans. Et, par exemple, on a pris une hypothèse que la population allait augmenter de 200 000 personnes d'ici 2050. Il faut savoir que pour être neutre en carbone, il y a une façon d'être neutre en carbone, c'est de tuer tout le monde, parce que du coup, il n'y aura plus d'émissions. C'est pas souhaitable, c'est pas par là qu'on a commencé. Mais donc, du coup, la variable de la population et donc les émissions par tête de pipe sont importantes, donc une hypothèse de 200 000 personnes. Maintenant, entre vous et moi, la réalité, c'est probablement la variable de population ne va pas évoluer selon les variables de l'INSEE. Parce que probablement, le flux de réfugiés climatiques qui commence à arriver aujourd'hui dans des ordres de grandeur de quelques dizaines de milliers par an, ben, ça ne va pas être le même d'ici 2050. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi les courbes de température dans le Golfe et en Iran cet été, vous avez peut-être vu qu'il a fait plus de 53 degrés, donc dans les abris à l'ombre, en journée, avec des températures qui dépassaient 40 degrés la nuit. Donc on était dans des seuils qui rendaient la vie humaine impossible.
Donc on était de l'ordre de quelques jours par an, dans quelques endroits par an. Maintenant, la courbe de température qui est inscrite du fait des émissions qui sont déjà émises et qu'on va continuer à émettre dans les années qui viennent, font que les températures vont continuer d'augmenter, et en particulier dans cette région. On parle d'une région où il y a 208 millions de personnes qui vivent. Quand il y a 208 millions de personnes qui sont concernées par des zones, par des conditions climatiques qui rendent la vie impossible, elles ne sont pas polies au point d'attendre de mourir sur place pour surtout ne pas venir nous déranger. Donc il est fort probable qu'une partie très significative de ces 208 millions de personnes bouge. Et il est très probable qu'en bougeant, elles suivent les chemins des infrastructures de transport. Il se trouve que les infrastructures de transport convergent de manière centralisée sur une ville comme Paris. Et donc fort probable que ça ne soit pas 200 000 personnes en plus, mais peut-être 400 000, et peut-être 400 000 réfugiés qui remplaceront peut-être de manière permanente des populations, ou un flot qu'aujourd'hui on voit sous forme de touristes, mais on pourrait imaginer que les millions de touristes qui viennent voir la Tour Eiffel seront demain des millions de réfugiés climatiques qui chercheront à survivre. Donc c'est pour ça que on s'est retenu d'aller trop loin en fait dans la vision prospective, mais en même temps dans un moment où on est entre nous ici, dans un cadre où vous êtes, vous, en situation d'étude, il est important de prendre la mesure des variables qui sont susceptibles d'évoluer. On n'est pas en train d'écrire un futur certain, mais prenons conscience de ce qui est susceptible de se passer autour de ces variables. Donc, on est des bons élèves, on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On sait tous que le fait de prendre sa voiture individuelle, quand on est seul dans sa voiture, ça consomme plus d'énergie par individu que le fait de se retrouver dans un train, dans un bus, dans un métro, ou d'être à vélo ou à pied. Donc ça, c'est des choses, je pense que j'apprends absolument rien à personne en disant que les postes de réduction, c'est de mutualiser les transports, c'est de décarboner le transport, c'est d'isoler les bâtiments, c'est de manger moins de viande rouge, etc. etc. Tout ça, on le connaît. Donc si on exécute un plan ambitieux qui, comme on l'a vu ce matin, représente une évolution de notre régime alimentaire pour être végétarien, etc., on va arriver à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière substantielle, moins 70%. C'est bien, mais comme vous êtes très très perspicace, vous me dites mais 70% c'est pas la neutralité carbone. Je dis mais vous êtes très très fort. Il nous reste encore 30% à aller chercher. Donc on va aller chercher d'abord 10% en allant produire de l'énergie renouvelable en dehors du territoire. Et là c'est un tout petit peu technique puisqu'on fait la comptabilité carbone. Vous savez qu'il y a différents contenus carbone par kilowattheure produit, c'est-à-dire qu'en fonction des filières d'énergie, il faut consommer ou produire une partie d'émissions en fonction de la puissance qu'on livre sur le réseau. Et les énergies renouvelables ont cet atout d'avoir un contenu carbone très faible par rapport à d'autres technologies. Donc si on utilise encore du gaz, par exemple, pour faire la cuisine à Paris, on va émettre des émissions qu'on va considérer résiduelles ou incompressibles quand on aura certains bâtiments historiques à chauffer, dont on ne pourra pas changer les fenêtres pour des questions patrimoniales, etc. Donc on aura encore besoin d'émettre du carbone intramuros, et ça veut dire qu'on ira chercher des solutions de production d'énergie qui auront un contenu carbone beaucoup plus bas, et en multipliant d'un côté, etc. Bref, on fait des équations qui font que ça s'annule. Et là, on parle, pour obtenir ces 10% de compensation, d'installer 35 gigawatts de renouvelables. C'est donc 50 km² de fermes photovoltaïques, plus 3000 mâts éoliens. Savez-vous combien il y a de mâts éoliens en France aujourd'hui? Il y en a 6000. Donc il y a 6000 mâts éoliens en France pour 66 millions d'habitants. Et là, on parle d'en rajouter 3000 pour 2 millions d'habitants. C'est pour vous donner des ordres de grandeur où on va parler de beaucoup de surface pour les photovoltaïques, de beaucoup de mâts éoliens. Il va falloir trouver beaucoup de solutions pour pouvoir rendre ces débats publics sur l'acceptation du mât éolien dans le paysage, etc. Ça va devenir un facteur central. On ne va pas pouvoir imaginer un paysage sans mât éolien. C'est un peu ça qui se dessine quand on... Ou alors des zones très concentrées, mais on va devoir se poser massivement la question du paysage énergétique qui va être requis pour atteindre les ordres de grandeur d'ici. Et là, vous êtes toujours très 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 fort, et vous me dites, mais 70 plus 10, ça fait que 80, ça fait toujours pas 100. Vous êtes vraiment très très fort.
Il nous reste encore 20% à aller chercher, c'est-à-dire qu'on va aller séquestrer le reliquat, on va aller planter des forêts. Pour vous donner un ordre de grandeur, 9000 km², c'est la Corse. Donc on va planter la Corse en 30 ans pour séquestrer les émissions de 2 millions de Parisiens. Donc si on multiplie par 33, ça fait donc une surface qui est l'équivalent à la moitié de la surface du territoire français. On est sur des ordres de grandeur prodigieux, à la fois dans leur ampleur et dans le temps qui nous est imparti pour pouvoir les exécuter. On doit forcément en prendre conscience parce que l'ampleur de ces sujets impose qu'on se mobilise pour pouvoir agir. Ces sujets-là, ils ne sont pas simples. On sait aujourd'hui que pour une fraction de ce que je représente ici, on a énormément de débats, d'oppositions, de recours, de débats publics, etc. Comment on fait ? On a un vrai problème d'inadéquation du temps de cerveau qu'on consacre par rapport à l'ampleur du sujet qui est devant nous. C'est un sujet auquel on doit consacrer une part beaucoup plus importante de notre temps. Ça, c'est un message important. C'est complexe, il faut qu'on réfléchisse, et surtout, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on invente des solutions, en les imaginant. Pour revenir sur des chiffres encore, et ce sera la dernière partie de chiffres, un des sujets dans la neutralité carbone, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche à neutraliser. Donc en haut à gauche, vous voyez un terme un peu barbare qui s'appelle GPC, qui est un acronyme qui décrit un standard pour comptabiliser les émissions carbone. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec les histoires de périmètre, ou scope, 1, 2, 3. Et vous voyez que la plupart des villes, ici, en haut, se sont mises d'accord sur un petit périmètre où on ne comptabilise pas grand-chose, en fait. On comptabilise les émissions directement produites sur place. Nous, on est dit, mais c'est pas juste, parce qu'un Parisien, il mange. Donc, du coup, c'était les sujets dont on a parlé ce matin, Sabine en a parlé notamment, il faut qu'on prenne en compte les émissions qui sont induites par notre consommation, notamment de notre alimentation. Donc, vous voyez, là, il y a des nouveaux sujets qui apparaissent en bas. Donc, on a un périmètre de calcul et de réflexion qui est beaucoup plus large. Donc, je vous encourage, si vous avez le temps, et je vous encourage à prendre le temps, en fait, à télécharger le rapport donc Paris Change Vert pour vous familiariser avec ce sujet. On le présente avec une conclusion en forme d'espoir. C'est possible aujourd'hui. C'est-à-dire que si on se pose cette question-là en disant on va démarrer dans 3 ans, ou dans 5 ans, le rapport sera obsolète, parce qu'il fera des hypothèses d'ordre de grandeur qui ne seront plus possibles. Aujourd'hui, c'est possible. C'est possible si on agit de manière déterminée, rapide. Mais c'est possible. C'est possible à l'échelle d'une ambition très forte, à l'échelle de celle que Kennedy a prononcée en 1961, quand il a proposé au Congrès américain de lancer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre en moins de 10 ans. On est tout à fait dans cet ordre de grandeur, de projet, et je vous encourage à lire un autre livre du climatologue Jean Jouzel et de l'économiste Pierre Leroux-Turoux, qui s'appelle « Pour éviter le chaos climatique et financier », et vous verrez d'une part la section consacrée au changement climatique de Jean Jouzel, qui vous détaille par le menu la réalité et la nature de la menace climatique, et vous verrez également dans ce livre toute une gamme de solutions qui relèvent de l'économie, et qui nous rappelle que nous avons été capables de mobiliser par exemple 2000 milliards d'euros pour sauver les banques. On est aujourd'hui devant un enjeu qui se chiffre en milliers de milliards de dollars pour sauver notre présence dans une civilisation que nous aimons sur Terre. Nous avons la possibilité de mobiliser des milliers de milliards d'euros à cette fin-là. On est probablement dans un autre type de sujet ou de débat dans les enjeux politiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé le débat du Parti Socialiste hier. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 minutes de sujet sur l'écologie. Donc c'est probablement un changement de focus, un changement de la façon dont on établit nos priorités, on hiérarchise nos objectifs, etc. Alors, pour prendre la mesure également de ce sujet-là, donc j'ai commencé par la partie métabolisme, la partie neutralité carbone, pour poser un peu les termes du sujet. On est devant un défi dont nous héritons. On l'a pas vraiment choisi, mais en tout cas, il est là. L'ignorer, c'est ne pas céder, au sens S'. L'ignorer, c'est ne pas céder à le résoudre.
Donc il faut vraiment le comprendre pour pouvoir mobiliser les ressources dont nous disposons aujourd'hui pour y arriver. Alors les ressources, malheureusement, ça commence par une question de temps. Et ce qui est frappant, c'est de revenir sur des archives. Et cette archive-là en particulier, elle est intéressante. En 81, le film Warning, Warning, c'était Al Gore qui nous parlait de Une vérité qui dérange. Entre les deux films, il y a juste une trentaine d'années. Et sur le fond, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'en 81, on avait déjà un film, grand public, qui nous disait « Le réchauffement climatique est en cours, il est d'origine humaine, c'est les émissions qui sont issues de notre activité, on sait quels sont les principaux postes d'émissions, et voilà les façons de réduire les émissions dans ces principaux postes. » On est en 81. Entre 81 et aujourd'hui, les émissions continuent d'augmenter de manière considérable. Donc on a un enjeu de temps. Pour vous donner la mesure de la gestion du temps sur 2050, donc voici le calendrier. On alterne ici les mandats présidentiels, bleu clair, bleu sombre, et vous avez les dates des élections. Jean Jouzel, dans son livre Pour éviter le chaos climatique et financier, il nous dit qu'il faut qu'on ait, à l'échelle mondiale, inversé la courbe des émissions et qu'on ait entamé la réduction avant 2020, la fin 2020. Donc il nous reste 34 mois, un peu moins parce que le mois de mars est entamé. Donc 33 mois et 15 jours. Ok, donc là on doit avoir changé la forme de la courbe. On a ensuite 154 mois pour avoir divisé les émissions par deux. Ça vient très vite, vous voyez qu'on a grosso modo une douzaine d'années, un peu moins maintenant. Et on a 394 mois pour atteindre la neutralité carbone. À mettre en perspective, donc avec 6 élections présidentielles, 5 municipales, une centrale nucléaire, c'est 138 mois entre le moment où on décide de la faire et le moment où on la met en service. Donc ça veut dire que dans ce calendrier, vous ne pouvez pas démarrer de centrale nucléaire au-delà de 2039. Ça veut dire que toutes les centrales nucléaires que vous aurez démarrées, elles auront démarré entre maintenant et 2039. La conclusion, c'est qu'au-delà du bien fondé de l'industrie nucléaire ou pas, on n'a plus le temps de la faire. On n'a plus le temps. Donc il faut qu'on cherche des solutions ailleurs. Alors, si on est sur une question de récit, qui nous a amené à finalement connaître le sujet, mais ne pas agir sur le sujet, il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le sujet dont on parle n'imprime pas. Sans vouloir vous donner une coloration politique, on pense qu'on est aujourd'hui à peu près tous dans le carré vert en haut à droite, des gens qui avons aligné nos valeurs et nos pratiques, qui sommes du coup réceptifs au message que je viens de partager précédemment. C'est-à-dire que quand on entend parler de la réalité du changement climatique, de l'ampleur de la menace, des natures des actions à entreprendre pour pouvoir faire face à cette menace, on est mobilisé, on est attentif, on se sent concerné. On peut être militant, tout en haut, extrême droite. Pour une fois qu'on est les militants de l'écologie à l'extrême droite. Les militants pourront être très alignés dans leurs valeurs, très alignés dans leurs pratiques. Les sensibilisés pourront être un peu moins engagés, mais en tout cas des praticiens réguliers, concernés, faisant des études, calculant leur bilan carbone à l'année, etc. Et lisant des articles sur le sujet, se renseignant, faisant évoluer leurs pratiques. Mais tout le monde n'est pas là. Il y a des gens qui sont contraints. Stéphanie, elle a 41 ans, son fils Théo, il a 13 ans. Elle travaille dans un hôpital du nord de Paris, elle habite dans un HLM dans le 13e, elle démarre à 5h du matin, et pour aller à son travail, elle a une bagnole diesel. Elle n'a pas le choix. Par ailleurs, à la maison, elle a mis en place une politique zéro déchet, aussi parce que ça lui permet de faire des économies. Et du coup, quand elle fait ses achats alimentaires, elle achète du bio, du local de saison. Là encore, ça lui fait faire des économies. Et quand elle entend à longueur de messages qu'il faut abandonner la bagnole diesel, ça la met en colère. Ça la met en colère parce que sa bagnole diesel, c'est pas elle qui l'a choisie. C'est le seul moyen de transport qu'elle peut se permettre avec son salaire. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont dans des profils d'émissions plus hauts qu'ils ne le souhaiteraient par défaut, soit parce qu'elles sont sous la contrainte, donc là
le cas de Stéphanie, soit à l'insu de leur plein gré. Parce que là, Monique et Jacques, eux, ils sont des jeunes retraités, et ils débranchent les chargeurs des smartphones, iPad et autres la nuit, parce qu'ils savent que c'est pas bien de laisser un chargeur branché. Mais ils vont en avion aux Maldives. Et malheureusement, le fait d'aller aux Maldives en avion, ça fait exploser leur budget carbone. Donc, ils n'ont pas forcément choisi, par principe, d'émettre beaucoup, mais ils n'ont pas complètement remis en cause certains aspects de leur mode de vie qui font qu'ils émettent beaucoup. Mais on ne s'arrête pas là. On a des gens qui ont choisi d'être fortement émetteurs. Alors, les autruches, c'est par principe. C'est le monde ne va pas changer, notre monde n'a pas changé, il ne changera pas, je ne suis pas concerné, ce truc-là, c'est pour les ours polaires, c'est pour les ch'tis d'enfants au Sahel, c'est pas grave, c'est pas mon truc, ce n'est pas une réalité, ceteris paribus, je continue. Les hostiles, ça peut être autre chose. Madame Olga, elle était libraire dans le XVIIe. De son temps, les dames venaient en voiture, avec des gants. Elles se garaient devant la librairie, elles achetaient de la belle littérature, les enfants étaient polis, ils disaient bonjour madame. Et puis du coup, avoir une place de parking devant son magasin, c'était normal, c'était une façon de faire venir le client. Faire la guerre à la bagnole, comme le fait Notre-Dame de Paris, oui, hein, quand on a un style, on a des ennemis. Hein. La folle de l'hôtel de ville, comme on entend dire. Voilà, on est dans ce registre-là. Elle n'a rien compris à la vie, hein. Elle met en danger le commerce. Bah oui, parce que si on veut plus se garer, il n'y aura plus de commerce. Et puis, bon, il se trouve qu'elle, quand elle a pris sa retraite, elle a voulu vendre, et puis elle n'a pas trouvé de repreneur parce que les librairies, aujourd'hui, ça ne court pas les rues. Et c'est une boutique de lingerie qui l'a rachetée. Ça l'a mise en colère encore plus. Donc, on a aussi des gens qui sont faiblement émetteurs, mais par défaut. Des gens qui n'ont pas forcément demandé d'être sobres. Là, on a évoqué le cas des modestes. Thierry, qui était un mécano, qui a perdu son job, lui, quand il peut s'acheter un steak, c'est une fois de temps en temps, il aimerait bien plus souvent, mais il n'a pas les moyens. Et le seul truc dont il rêve, c'est de pouvoir se racheter une bagnole pour pouvoir faire un tour, parce que c'est ce qu'il a aimé en tant que mécano. Mais bon, il n'a pas le choix, donc il aimait peu. Et puis, il y a un profil qui est intéressant, je fais le lien avec la variable de population, et les réfugiés. Les réfugiés, ils sont là, ils n'ont pas forcément demandé de ne pas avoir dessous et d'être finalement sur une tente sur le canal Saint-Martin, parce qu'en plein hiver, leurs émissions de gaz à effet de serre, elles ne sont pas terribles d'un point de vue chauffage. Hein, quand on est sous une tente canal Saint-Martin, on peut avoir moins 10. C'est pas nous qui pesons beaucoup sur le bilan carbone de la ville de Paris. Donc, on a là une typologie qui émerge avec, au centre, les pragmatiques, des gens qui sont pas forcément hostiles, pas forcément pour, pas forcément etc., mais qui disent, ben voilà, si on met en service un réseau de voitures électriques ou de bus ou de trucs, si c'est pratique, je le prendrai. Et puis, si c'est le bio qu'on trouve dans les magasins, j'achèterai du bio. Mais c'est pas des gens qui vont se battre sur les réseaux sociaux pour que ça aille dans un sens ou dans un autre. Notre point ici, dans la constitution de ces familles, ça a été de prendre en compte le fait que fumais-tu? Qui fume ici? Alors, c'est pas grave. Je n'ai aucun jugement de valeur sur le fait que vous fumiez. Parmi les fumeurs, qui sait lire? Qu'est-ce qui a marqué sur le paquet de cigarettes? Voilà. Okay. Donc on est dans la même situation sur les questions carbone. On connaît le sujet, on l'a lu, mais l'information cognitive, elle n'est pas allée plus loin que le cortex. Enfin, c'est ça, je crois. Bref, on le sait, mais on ne fait pas. Et du coup, ce qu'on se dit, surtout quand on regarde cette matrice, quand on démontre rationnellement tout l'intérêt qu'il y a à agir de manière prudente, raisonnable, rationnelle sur ces sujets-là, on ne parle qu'à une fraction de la population. On parle aux militants sûrs, aux sensibles très probablement, au reste, pas sûr. Sans surprise, on parle à 3 à 5% de la population, donc on réduit les émissions de 3 à 5% par an. C'est logique, hein? Si on veut réduire les émissions de 100%, il faut que tout le monde s'y mette. Notamment ceux qui émettent beaucoup.
Donc on va avoir besoin de diversifier le discours, et dans le récit qu'on a rédigé dans cette stratégie de neutralité carbone de Paris, on appelait ça la saga de la neutralité carbone. Alors je vais prendre une grande claque d'un point de vue timing. Si je vous dis JR, Sue-Hélène, Pamela, Bobby, qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais, mais les gens de mon âge n'ont pas le droit de répondre. Dallas, c'est très bien. Donc ça me rassure, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui répondent alors qu'ils n'étaient pas nés au moment où la série s'est arrêtée. Donc c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'il y a des objets culturels à très longue durée de vie. Et ça, c'est notre sujet. C'est des sujets qui impriment, qui font qu'on rentre dans la tête des gens de manière durable. Et si on prend un peu de recul, Sue-Hélène, JR, Pamela, Bobby, etc., c'était l'histoire de quoi? C'était l'histoire du pétrole à Dallas. Nos personnages ici, c'est l'histoire de l'après-pétrole à Paris. Donc, si on fait le lien, on a probablement devant nous, ici, un récit à inventer, avec des nouveaux formats à utiliser, que ce soit sur Instagram, Telegram ou autre truc à Amstramgram, ou sur les Netflix, les webdocs et autres trucs, ou sur les plus belles de la vie, version 3, 4, 12, ou etc. Donc on a des trucs à inventer, des histoires à raconter, des pièces de théâtre à faire, des happenings à faire dans la rue, etc. On a inventé un discours qui fasse que on sorte de la démonstration telle que je suis un peu en train de le faire, sur un ton un peu professoral, etc. Et aussi, un des autres leviers qu'on s'est fixé, c'est de surtout s'astreindre à ce que les stratégies qu'on propose ne reposent jamais sur la démonstration rationnelle. Donc on s'est dit, il faut convaincre les gens sans leur faire une démonstration, donc il faut pouvoir proposer une stratégie qui marche sur d'autres leviers. Et on explore ainsi dans la stratégie différents leviers sociologiques, que ce soit d'un côté la peur, de l'autre côté le génie créatif, ici l'esprit de corps, là la colère, etc. Différents registres sur lesquels on peut s'appuyer et qui peuvent être des moteurs de transformation d'action. Puisqu'on sait que si on ne s'appuie que sur la démonstration rationnelle, on va rater le coche, puisqu'on ne va toucher qu'une fraction de la population, et on va avoir un impact sur une fraction des émissions, et on ne sera pas au rendez-vous dans notre trajectoire. Donc on a besoin de renouveler cette segmentation, et je vais vous maintenant l'évoquer de manière assez rapide pour vous montrer ce que ça donne profil par profil, pour ensuite continuer dans le récit. Donc ici, si on décompose, et donc notre modèle qui s'appuie sur 1500 variables, produit des chiffres, etc., nous a permis de sortir des profils d'émissions à gaz à effet de serre en fonction de chacune des familles. Et vous voyez ici l'histogramme avec les barres, et vous reconnaissez les couleurs du graphique avec les 1, 2, 3, 4, 5 de tout à l'heure. Okay, quand je vous montre du jaune, vous voyez que vous vous souvenez que c'est quoi? Les transports, hein, vous vous souvenez? Ok, ouais. Et dans les transports, en fait, ce qui explique la grande partie du post-transport, c'est l'avion. Donc, maintenant, vous allez regarder cette part-là, et vous allez voir comment ça évolue d'une famille à l'autre. Et vous allez voir que, boum, là, chez les militants, il n'y a plus de jaune. Les gens qui sont en métro, en train, à pied, à vélo, ben, leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre d'un point de vue transport, c'est quasiment zéro. À comparer avec ce qui se passe ailleurs. Chez les autruches, qui prennent l'avion pour un oui, pour un non, pour aller éternuer à Marrakech ou aller se prendre un verre sur une terrasse à Courchevel, ça a un impact. Et ça veut dire qu'on est aussi sur un discours qui doit être segmenté avec des mesures appropriées en fonction des types de consommation. On est dans un monde où on ne peut pas s'appuyer sur la moyenne. Si on fait de la moyenne, on fait reporter sur des gens qui n'ont pas de sous ou qui y sont pour rien, des efforts dont la responsabilité incombe à d'autres. On doit pouvoir aussi poser, à travers ces questions de neutralité carbone, la question de l'équité fiscale du projet de société qu'on veut avoir avec. Il y a une question de justice, une question de vivre ensemble, de projet commun. Donc on voit là rapidement ce que ça donne sur les autres, et c'est pour montrer que la situation est en fait extrêmement polarisée. Après avoir parlé de carbone, je voudrais maintenant faire le lien avec les autres sujets de la journée qui reviennent au métabolisme. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez combien de sable on extrait par an dans le monde?
1, 2, 3, beaucoup, beaucoup, oui. Ça marche c'est une façon de compter. Les grands nombres en Polynésie, c'est très très vrai. Et souvent, ça suffit. Mais si on cherche un ordre de grandeur, on est quoi? Là, on est en tonnes, un peu plus qu'une tonne, quand même. Alors, levez la main, dites un truc, on fait comme le bingo, là, machin. 4 millions à ma droite pour... et... Des milliards. Milliards, oui, c'est bien. Et des milliards, on s'arrête là? Des milliards. Ouais, alors on va transiger. En effet, 15 milliards. 15 milliards de tonnes par an. Ça fait beaucoup. Avant de répondre à cette question-là, je voudrais juste préciser que ceux qui pensent que des villes comme Doha ou autres, Abu Dhabi, sont bien placées parce qu'elles ont du sable dans le désert, malheureusement, il faut savoir que le sable du désert, on ne peut pas l'utiliser dans la construction parce qu'il a été érodé par le vent et donc il a des propriétés qui ne sont pas agrégatives. Donc ça veut dire qu'il faut aller continuer d'extraire du sable en profondeur. Et malheureusement, donc, il n'y a pas assez de sable en profondeur dans ces fonds-là pour pouvoir construire toutes ces îles artificielles. Donc il faut savoir que pour créer des îles à Abu Dhabi et au Qatar, il faut faire disparaître des îles aux Philippines. On prend le sable des Philippines, on le fait venir par bateau et on construit des îles là-bas. C'est pas parce qu'on a du sable autour qu'on va construire avec. Alors la question, en 1 heure, quelle est la quantité d'acier que le monde consomme en 1 heure? Alors, je fais les enchères. Là, vous avez compris le truc, hein, il y a 2-3 enchères là, qui sont en train de venir. Alors, à ma droite, 200 000 tonnes. À ma gauche, 2 millions de tonnes. 2 millions de tonnes. À ma droite, 5 millions de tonnes. 5 millions de tonnes. Bon, en fait, le truc, c'est que quand on parle de millions de tonnes, ça ne nous parle pas beaucoup. La réalité, c'est qu'on consomme 21 tours Eiffel. Toutes les heures. Dans le monde. Ce qu'on a en France, ça aurait été beaucoup. Donc c'est pour dire qu'on est sur des ordres de grandeur considérables. Et comme on l'a vu dans les chiffres de Céline ce matin, la construction par tête de pipe, ramenée à l'Île-de-France, il nous a parlé 2 tonnes par tête de pipe, c'est très significatif. Alors, on va continuer de voir ce que ça donne à l'échelle d'un territoire. Donc, Sabine nous avait apporté son expertise sur une émission qu'on avait faite sur Plaine Commune, qui a l'avantage d'un territoire qui ressemble à un Pac-Man. Vous voyez ? Donc c'est ça l'idée du métabolisme. On fait rentrer des trucs dans la bouche, on les consomme, on les transforme, et puis on fait des petits rejets. Ça fait prout. Hein? Les territoires qui font prout. Alors, le truc, c'est que pour arriver à la neutralité carbone et le métabolisme urbain, il faut qu'on aménage autrement. Ça veut dire qu'on va réduire les quantités de sable, les quantités de ciment, quantité d'acier, quantité, bien entendu, de fossiles qui vont rentrer. Le bénéfice de ça, c'est qu'on va réduire du coup les émissions qui sont les résultants de l'énergie qu'on consomme directement et l'énergie grise qu'on consomme indirectement pour la fabrication et le transport de ces matériaux. On parle du coup d'un changement d'aménagement, on parle de développement endogène qui va du coup utiliser la mine de matériaux sur un territoire pour dire on va reconstruire avec. Rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est comme ça que les châteaux forts sont devenus des villages ou que les châteaux classiques sont devenus des châteaux aménagés différemment, retailler les pierres, avec les résidus des pierres, on faisait des pierres de remblai, etc. etc. C'est dans un monde où il n'y a pas de déchets. Le mot déchet est un mot neuf, ça date du 19e siècle. Là encore, le terme de poubelle, c'est monsieur le préfet poubelle, c'est avant le préfet poubelle, il n'y avait pas de poubelle. Il faut imaginer que des trucs dingues quand même. S'il n'y avait pas eu monsieur poubelle, on n'a pas inventé la poubelle. On aménage autrement et on va surtout faire autrement à l'intérieur, puisque c'est à l'intérieur du territoire qu'on va créer l'activité et on va créer des échanges, donc là des pôles d'activité sur lesquels on va avoir des stocks de matériaux qui vont être du matériau de réemploi qu'on va nettoyer, on va prélever des briques ici, on va enlever le ciment autour des briques, on va avoir du coup un stock de briques avec lesquels on va pouvoir reconstruire, etc. Et on va avoir du coup un développement endogène qui va faire que l'argent va aussi circuler en local, dans le territoire, au lieu de dépendre de la dette pour pouvoir faire venir des capitaux qui vont financer les grosses toupies, les bétonnières, les commandes, la fabrication d'acier, les grandes usines, les plaques de verre pour les immeubles, etc. Localement, on fait tourner une économie plus locale, avec des peut-être plus petites unités industrielles. Donc quand vous entendez parler de paysages avec des grandes unités industrielles, il faut imaginer que vous êtes en train de nier la possibilité à des plus petits territoires d'avoir leur propre solution locale.
ça nous pose la question de la taille de l'unité industrielle et de la place de l'industrie dans le territoire. Est-ce qu'il faut la sortir du milieu urbain, parce que c'est une nuisance, ou est-ce qu'il faut au contraire la rapprocher du milieu urbain en plus petite taille, avec des normes de production qui relèvent de l'économie circulaire pour gérer les poussières, le bruit et autres effluents de l'activité industrielle. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre cahier des charges de construction ou de consommation pour avoir un impact sur la nature des équipements, leur taille et leur localisation. Donc mon point ici, c'est de montrer que les choses sont en fait assez liées. Quand on parle de paysage, on voit finalement souvent le résultat de choses, on n'en a pas forcément compris tout l'effet domino en amont. Et il faut apprendre à décrypter un paysage pour dire « Ah oui, là je vois une grande usine, ah oui, c'est Lactalis, c'est super, il y a plein d'emplois, et puis ils vont faire la formulation de lait pour partir en Chine. Ah ouais, c'est bien, il y a l'emploi. Hein. Ah ouais. C'est une grosse usine quand même. Hein. Ouais. Ah, le champ à côté, il ne va pas suffire. Ah oui, je vais devoir faire venir mon lait de pas mal de monde, etc. Vous voyez, c'est le genre de message vers lequel il faut qu'on se forme une discipline. Tout à l'heure, avec Roberta, on voyait que spontanément, quand on demande à quelqu'un de dessiner un paysage énergétique, c'est assez pauvre le résultat qu'on obtient. On a un vrai enjeu de formation, d'éducation populaire sur ces sujets-là. Il faut qu'on prenne la mesure de l'importance du décryptage des paysages, de la biologie, du temps qu'il faut avec, de la contrainte de ressources, de finances, de savoir-faire, de compétences, de lieux d'enseignement, etc. On est dans un changement d'air là encore, mais je voulais l'illustrer par un autre angle. Un autre angle aussi, c'est de se rendre compte que ces choses-là, elles ne font pas que exister, elles se déplacent. Alors, pour vous donner aussi des idées d'ordre de grandeur dans le métabolisme, je reste sur la Plaine Commune. Donc, Plaine Commune, c'est 400 000 habitants. Okay, et chaque année, il y a 600 millions de tonnes-kilomètres liées aux activités de métabolisme, de la construction à Plaine Commune. 600 millions de tonnes-kilomètres. Alors, je vais vous aider à vous représenter ce que c'est. On va décomposer les millions de tonnes-kilomètres. Alors, déjà, on va dire une tonne. Qu'est-ce que c'est? Moi, une tonne et demie, c'est une voiture. Okay, donc, l'unité que vous connaissez, c'est la voiture, une tonne et demie. Okay, mais ça ne donne pas des millions de tonnes-kilomètres. Alors, on va faire des millions de kilomètres en multipliant des kilos par des kilomètres par des centaines de milliers de personnes. Donc en bas, vous avez la photo de Woodstock, 400 000 personnes. Donc voilà, ça ce que serait probablement 400 000 personnes. Maintenant, vous prenez chacune de ces 400 000 personnes et vous l'habillez en orange, vous lui donnez une corde et vous lui dites, tu tires ta voiture de Genève jusqu'à Quimper. On va le faire dans ce sens-là, c'est plus simple, ça descend. Si on vous demande de partir de Quimper jusqu'à Genève, ça sera plus fatigant. Donc, c'est ça, 600 millions de tonnes-kilomètres. C'est pour dire à quel point on est aujourd'hui dans un métabolisme extrêmement consommateur de flux de matière et d'énergie. Donc, quand on parle d'un développement endogène, c'est à cette échelle-là qu'on est. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut s'alléger la tâche, se raccourcir les distances, et utiliser moins de gens pour ce genre de choses. Donc c'est ce genre de choses. Alors, du coup, l'alternative, c'est quoi? C'est ça. Donc, on a 40 millions de voitures qui sont obsolètes. Aucune des voitures en circulation modulo, les 200 000 électriques, sur les 40 millions, ne sont compatibles avec ce dont on vient de parler. Mais il faut imaginer que si toutes ces voitures-là, elles partent à la casse, il y a les amortisseurs, les pneus, les axes, les pare-chocs, les vitres, les haillons, les toitures. Là, pourquoi est-ce qu'on les envoie à la casse? Ils ne sont pas concernés par les problèmes thermiques, ceux-là. Quand on voit l'arrière d'une 205, on se dit que c'est parfaitement fonctionnel. Et si on se dit qu'on a là un réservoir pour faire 40 millions de remorques, avec le reste du métal qu'on aura prélevé, on va faire des méharis, des toutes petites voitures, toutes légères, qui vont pouvoir faire des toutes petites distances. 95% du temps, on fait des toutes petites distances. Et quand une fois de temps en temps, on a besoin de mettre des bagages et de l'autonomie, on met des batteries et on met des bagages dans les haillons à l'arrière de la remorque qu'on met derrière la petite méhari. Donc c'est aussi ça, le métabolisme en plan B, c'est-à-dire qu'on n'attend pas le salut de la prochaine Zoé ou la prochaine Leaf ou Nissan, Tesla, machin électrique, qui vient d'une usine bidule avec du coup des flux d'acier, d'énergie pour produire du neuf. On se dit, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai près de chez moi? Donc on imagine des nouvelles usines qui vont couper les bagnoles en deux,
récupérer les arrières, transformer ça en remorque et utiliser le reste du métal qu'on a prélevé pour faire des nouveaux moteurs, pour faire des nouveaux châssis, pour faire des... etc. C'est aussi ça que ça veut dire devant nous. On a l'invention d'un nouveau paysage mental pour nous représenter des solutions qui sont vraiment différentes de celles qui nous sont proposées aujourd'hui, y compris dans la presse, y compris à la télé, y compris dans la rue. Parce qu'une grande partie de ce qui nous est proposé ne correspond pas au cahier des charges. Donc il faut continuer de l'inventer. Donc c'est ça où vous avez un rôle hyper important quand vous dessinez des projets de paysage. C'est aussi en incluant des aléas, des scories, des choses qui vont perturber la lecture des gens auxquels vous vous adressez, puisque vous devez leur dessiner un paysage qui est vraiment différent. Vraiment différent de ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc, avec ces éléments-là, on va se demander, mais est-ce qu'on est prêt à une telle tâche ? Forcément, on est prêt parce qu'on est ici logique, on sait qu'on a un enjeu à gérer, on va le gérer. Mais on va le décrire du coup, ce sujet, on est dans un méta-projet. C'est un gros projet, la neutralité carbone en 32 ans. Mais c'est un méta-projet puisqu'il est distribué sur plein de gens. Donc vous, moi, nos cousins, nos employeurs, les employeurs de nos cousins, etc., etc. Et on parle de faire une opération switch on-off. À l'échelle d'un temps long, 32 ans, c'est très très court. Il faut imaginer que là, on est dans la fin de la révolution thermo-industrielle qui s'est étalée sur grosso modo 150 ans. Là, on parle de sortir de la civilisation thermo-industrielle en 32 ans. Donc notre planche de sortie, c'est 5 fois moins que notre planche d'accélération. C'est ce qui explique d'ailleurs aussi la forme de la courbe. On voit bien qu'il y a un côté un peu raide qui est devant nous. Mais le truc, c'est que il n'y a pas vraiment de propriétaire ou de gestionnaire ou de personne référente pour piloter tout ça. Donc on se dit, comment est-ce qu'on devient un banc de poissons ? L'avantage du banc de poissons, c'est qu'il sait se protéger d'une menace. Il aligne sa trajectoire, il aligne de manière très très vite. Vous voyez les poissons qui changent leur position et qui savent créer un trou dans le banc pour que le requin passe, la gueule ouverte, et qu'il repasse avec le moins de poissons dans la gueule possible. Et ce genre de comportement, c'est une vraie question qui pose la question aussi des projets de paysage. Vous avez un rôle hyper important là pour nous aider à devenir des bancs de poissons. Parce que la représentation du paysage que vous dessinez, que vous imaginez, que vous concevez, que vous racontez, c'est le message qui nous permet d'aligner notre représentation du monde de manière synchrone. C'est votre représentation de paysagiste qui permet de représenter à la fois la menace et la solution pour que tout le monde aligne son comportement. Un paysage, ça unit tout le monde. C'est là où vous avez un effet de levier extrêmement direct sur la situation. La question qui va se poser, et on l'a vu ce matin, c'est que ça déborde les périmètres connus des villes. Au-delà de Versailles, de Paris, etc., on voit bien qu'on a besoin de cultiver des champs pour nous nourrir. Le potager du roi ne suffit pas à nourrir Versailles. Donc il faut des grands champs. Mais ces grands champs, on sait aussi qu'on va devoir y stocker du carbone, potentiellement avec des forêts. Et qu'on va remplacer les tables en plastique et en formica, et une partie du mobilier qu'on voit autour de nous est en plastique. Donc on va devoir trouver des bioressources, donc dans les champs, dans les prés, dans les forêts, etc., pour pouvoir nous fournir en matériaux, pour notre mobilier, pour tout un tas d'équipements. Ça fait beaucoup quand même de pression sur les hectares qui, eux, ne sont pas extensibles. Donc devant nous, on a une question de gouvernance politique, de savoir comment on va optimiser l'utilisation des sols autour des villes. Alors là, je vous encourage à consulter les travaux de l'agence initiale, qui ont travaillé sur le scénario After 2050 pour le spatialiser et le visualiser, le documenter, l'illustrer. Là encore, c'est dans une question de récit. Le scénario After 2050, il est super riche en termes de vision de l'aménagement du territoire et de l'occupation des sols pour répondre à l'évolution de notre régime alimentaire et aux besoins de la neutralité carbone. Enfin, ils n'étaient pas encore complètement sur neutralité carbone. Je ne pense pas qu'ils avaient intégré le poids, par exemple, de la forêt, du stockage de carbone dans les sols, au point auquel on est aujourd'hui. Mais bref, en tout cas, l'analyse est robuste de After 2050, mais elle est difficile à appréhender. Donc du coup, le scénario a été illustré par l'agence initiale, et ça nous permet de nous représenter
l'ensemble de la palette des usages qu'on doit imaginer dans un sol. On est très directement ici dans la filiation de l'organisation en permaculture d'un côté et polyculture élevage de l'autre, où on a cherché à optimiser non seulement la productivité et le rendement de chaque portion de terre, mais aussi l'effet systémique, les symbioses, les relations entre les différentes activités, de manière à ce que les racines de telle plante puissent préparer le sol pour nourrir telle autre, de manière à ce que l'ensoleillement de telle plante puisse créer un peu l'ombrage de telle autre, qui préfère l'ombre au soleil, etc., etc. Donc on a ici devant nous une question nouvelle. On n'a pas encore la constitution qui va avec. Il n'y a pas de code des sols. On a un code de l'environnement, mais on n'a pas de code des sols à proprement parler. On a différents ministères qui se disputent la tutelle du sujet. Est-ce qu'on est du côté de la culture et du patrimoine? Est-ce qu'on est du côté du ministère de l'économie? Est-ce qu'on est du côté du ministère de l'agriculture? Est-ce qu'on est du côté du ministère de l'écologie, de l'industrie et de l'énergie, etc. Vous voyez qu'on a des questions de gouvernance qui aujourd'hui ne sont pas traitées. On est dans ce qu'on appelle un known unknown. On sait qu'on ne sait pas. Et il est probablement urgent de s'en occuper. Alors comment on fait? Alors, une des questions qui se pose, c'est d'arriver à représenter une telle matrice de sujets, et la liste est beaucoup plus longue, je pourrais continuer encore, mais là on m'a donné un peu de temps, j'en profite, mais je pourrais vous dérouler un cours sur des dizaines d'heures, c'est pas le sujet. Parce qu'on n'a pas la capacité mentale de tout absorber, là vous êtes probablement à la limite de l'intérêt que vous pouvez porter à ce que je vous raconte. Mais si vous êtes encore là, c'est que vous avez peut-être envie d'en savoir un peu plus. Et là, ici, se pose la question de savoir comment on produit une synthèse d'un document pareil. On a été confronté à la question quand on a produit la stratégie de neutralité carbone de la ville de Paris. 367 pages. Le problème avec 367 pages, c'est que faut se les coller. Hein. On n'a plus trop l'habitude de lire un document épais comme ça, et puis c'est du temps. Et en plus, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Alors qu'un bouquin, il a un début et une fin. Donc si on n'a pas lu le début, on ne va pas comprendre la fin. L'avantage d'une image, c'est qu'on peut la regarder et vous posez votre regard à peu près où vous voulez. À partir de là, votre regard bouge. Et la façon dont votre regard bouge, c'est votre récit. C'est l'image dont vous êtes le héros. Ou l'héroïne. C'est la journée du 8 mars. Donc, et là, en fonction de ce que vous regardez, vous allez avoir une histoire. Vous voyez que, par exemple, si vous reconnaissez une salle de cours, ben, pas loin, il y a des débouchés, il y a des métiers, il y a de l'activité économique. Donc ça veut dire qu'apprendre quelque chose, ça vous ouvre des débouchés, etc., etc. Donc on a une image qui est signifiante. Alors il y a une légende pour comprendre la signification, et on est dans le registre de l'allégorie, c'est-à-dire qu'on a cherché ici, dans cette image, à avoir des zones signifiantes qui sont là pour nous donner des messages sur des fonctions qui sont présentées les unes à côté des autres. Elles ne sont pas complètement par hasard là où elles sont. Si on prend par exemple en bas à gauche la famille, on peut dérouler toute une histoire qui parle de la famille. Au début était un papa et une maman qui ont su un enfant qui est vous. Vous êtes le produit d'une famille. Et ensuite vous avez vous pouvez vous raconter l'histoire de votre vie en partant de la famille. Si vous vouliez la raconter autrement, vous pourriez partir de l'extrême droite et puis cheminer vers la gauche, etc. Donc, mais en tout cas, les liens fonctionnels entre ces différents chantiers existent. Et c'est aussi comme ça qu'on a voulu matérialiser les liens qui unissent. Et en fait, on est devant la question un peu enfantine, dessine-moi un mouton. Parce que on doit simplifier la représentation, c'est aussi pour ça qu'on a ce registre du dessin un peu enfantin, parce qu'il doit être compris par tous. Et il ne doit pas y avoir trop d'ambiguïté. Par exemple, quand on va représenter un mariage, il y a plein de façons de représenter un mariage. On n'est pas obligé de représenter avec une mariée en meringue. D'ailleurs, ça pourrait être un mariage entre un homme et un homme, ou une femme et une femme, etc. Donc il y a plein de variantes sur le code social, etc. N'empêche, quand on montre une dame qui jette son bouquet en robe blanche, on comprend qu'elle se marie. Et on crée des symboles univoques. L'intérêt, c'est que du coup, on aide à diriger le regard sur des messages. Et ça, c'est pas un truc nouveau. En fait, c'est un processus qu'on a calqué sur une vieille fresque qui s'appelle l'allégorie des effets du bon gouvernement de Ambrogio Lorenzetti, 1338, que vous pouvez trouver à Sienne. C'est une des parties de l'allégorie des effets du bon et du mauvais gouvernement. Il faut imaginer qu'en face, il y a l'équivalent, sauf que ça se passe pas bien.
Il y a Trump qui est entouré de Weinstein. Et au sortir de la ville, il y a Poutine qui s'occupe de la Ghouta. Un peu plus loin, il y a Bayer qui s'est dit qu'il allait faire du bien à la biodiversité, et, etc., etc. Donc c'est marrant parce que là, les effets du mauvais gouvernement, il suffit d'allumer BFM TV et on a le travail. Donc nous, on n'a pas fait l'effort d'adaptation puisqu'il existe. On s'est dit, on va plutôt faire l'adaptation de l'effet du bon gouvernement, parce que ça, il y a quand même besoin de mettre à jour. Il y a besoin de mettre à jour parce que dans l'image originale, au centre, vous voyez peut-être, pour ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, c'est plus difficile, je sais, mais je vais vous décrire, il y a un endroit où il y a 2 cavaliers sur un cheval. C'est quoi l'équivalent moderne de 2 cavaliers sur un cheval? J'ai entendu? Ouais, le covoiturage, oui, bien sûr. Mais donc, c'est ça qui se passe en fait dans la traduction de l'image initiale par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. On a besoin d'un petit peu d'adaptation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a là, du coup, un objet qu'on a envie de colorier. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans plein de contextes différents, là, pendant le Nantes Food Forum, qui s'est tenu au mois de juin à Nantes, en 2017. On avait exposé la fresque tirée sur papier, sur 5 mètres de long, un peu plus d'1 mètre de haut, et on a laissé les gens s'en emparer, voir comment ils réagissaient. Bon, évidemment, on avait quelques post-it, quelques feutres, ça a peut-être aidé un peu, ou un peu orienté l'usage qui en a été fait, mais ce qui était marrant, c'est, je ne sais pas si vous voyez, dans l'image du haut, il y a des petits gars, à l'ombre, là, sous le monsieur à lunettes au milieu, vous voyez, il y a un petit gars qui a son feutre et qui s'occupe du bas de l'image, et qui s'exprime à sa manière. Et ce qui est marrant ici, c'est qu'on voit qu'on a un objet qui permet de réunir. Donc quand on parle de démarche paysagère, qui est une démarche intégrative, et là je fais référence au manifeste du collectif des paysages de l'après-pétrole, qui promeut cette vision du paysage, et bien là on a un outil qui incarne cette façon de réunir, cette façon d'agréger, de montrer que sur un même espace, on a différents modes d'expression qui peuvent coexister et qui du coup sont signifiants eux-mêmes. Pas que l'image qui est signifiante, c'est l'usage qu'on fait de l'image qui est signifiant. Donc on est là dans une expression créative, et je voudrais revenir sur la partie droite, le zoom sur les petits post-it à droite. Je sais que vous ne pouvez pas lire, donc en jaune, il y a marqué Vive les jardins ouvriers, et en bleu, juste à côté, il y a marqué Pierre Rabhi. Si vous regardez les dessins qui ont eu lieu, il y a un petit gars qui a fait, ou une petite gaillette, qui a fait du gribouillage. Je ne savais probablement pas tenir autrement son stylo, puis c'était comme ça qu'il s'exprimait ce jour-là. Puis il y a des gens qui ont été très soigneux dans leur façon de colorier. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur le même espace, on a différents modes d'expression, par les couleurs, par le texte, différents niveaux de compétences, de maîtrise de l'outil, et différents niveaux cognitifs. Donc on a là un outil vraiment intégratif qui est un avantage majeur par rapport à un bouquin. Parce que quand vous écrivez un bouquin, vous choisissez un ton, un vocabulaire, un début, une fin. Donc de facto, vous adressez à une portion de votre lectorat. Vous avez choisi un contexte en fonction d'une cible. Ici, l'image, elle parle à plein de gens. Elle n'a pas choisi son contexte, elle n'a pas choisi sa cible. Ce qui est intéressant parce qu'on doit réunir la conjonction des actions de plein d'acteurs qui vont vers une lecture convergente. Là, on est encore dans l'image du banc de poissons. Notre objectif, c'est de créer la convergence des actions ici. Et le résultat de ces collaborations, c'est de voir qu'à plusieurs, on est plus fort, on est du coup en mesure de couvrir ce sujet. On n'est pas obligé individuellement de couvrir l'ensemble des sujets. Et vous voyez qu'au bout de 2 jours, on a d'une part permis à chacun de s'exprimer comme il le voulait, et en même temps, le cumul de l'action des uns des autres a permis de couvrir l'ensemble des sujets. Ce qui est aussi un message important et rassurant. Individuellement, on est dans une situation de peur et d'effroi devant une charge d'une telle ampleur. Collectivement, on est fort. On peut y arriver. Donc il y a aussi besoin de cette réunion pour y arriver. Et quoi de plus pour réunir que les moutons, pour dessiner un mouton. Et donc là, on est dans le prix spécial du paysage, Rémi Janin, qui nous a montré cette façon de réunir différentes thématiques dans un même lieu et qui me permet de conclure sur l'action. Après avoir eu l'image, maintenant c'est l'action. Bienvenue à vous. Julien, tu nous déconcertes un peu, excuse-moi ma voix croissante, tu nous déconcertes un peu parce que tu nous mets face aux données quantitatives. Tu expliques que tu as fait un rapport pour la neutralité carbone de Paris, et pour ça tu nous sors la fresque. Et
dans ton rapport pour la ville de Paris, c'était ça la solution pour en sortir? En fait, oui et non. C'est-à-dire que la fresque, les travaux que je présentais sur la fresque avaient eu lieu avant de faire le rapport. Pardon, c'est moi ça. Avant de faire le rapport. Donc c'était difficile de dire, voilà un clou qui cherche son marteau ou son marteau qui cherche son clou. Ça aurait été malhonnête. Donc même si j'avais l'intuition que cette fresque pouvait répondre à la commande, c'était pas ce que le client attendait. Et en plus, méthodologiquement, on ne pouvait pas se permettre d'aller vers cette direction-là sans avoir fait l'effort de calcul, de segmentation, de détail, etc. Mais en même temps, en démarrant la mission, on savait qu'on allait vers un problème de narration. Parce qu'on est devant une contradiction. À savoir, on est devant un sujet complexe, dont l'analyse est elle-même complexe, nécessite du détail, et nous amène à produire beaucoup d'informations. Pour traiter 33 ans de stratégie concernant l'ensemble des postes de l'activité humaine de 2 millions de personnes, dans un contexte patrimonial important, on ne peut pas tirer d'un trait de plume en disant ben voilà. Donc forcément, c'est du détail. Mais le fait d'être détaillé, ça pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver le temps de cerveau disponible, le temps d'échange avec des élus qui ont tous des agendas hyper débordés, avec des investisseurs qui ont des tas de réunions, etc. Donc un problème de convergence des temps pour incarner la dimension systémique de ce qui est écrit dans le rapport. Donc on a un problème parce qu'on est obligé de couvrir tout ce texte, mais on ne peut pas le communiquer. Donc ça c'est un problème, c'est vraiment une sorte d'injonction paradoxale, où on sait que quand on démarre un truc comme ça, on ne va pas répondre à la commande puisqu'on va produire un contenu qui ne pourra pas être diffusé largement. Alors, la commande s'est arrêtée là. La mairie de Paris nous a demandé une contribution au départ. Ils n'ont pas demandé une animation du débat à l'échelle de la mairie de Paris ou de la ville de Paris. Aujourd'hui, il serait possible de poursuivre le travail qu'on a fait pour la mairie de Paris avec la publication de ce rapport et d'imaginer des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers, ce qu'on a appelé nous dans le rapport des ambassadeurs climat, qui pourraient avoir cette lecture, une sorte de méta-récit, là, les 24 chapitres rouges sur l'image que vous avez vue, et qui pourraient être les animateurs de fresques en mode Dazibao sur les murs des écoles, devant dans les zones où on fait la queue, que ce soit dans un cinéma, un théâtre ou dans des espaces publics. Des endroits où on se croise, où on passe du temps, on peut concevoir, et comme on le voyait à Rotterdam aussi tout à l'heure, on peut faire un design de l'espace urbain, on l'a vu tout à l'heure autour de la chaleur, on pourrait avoir un design de l'espace urbain sur la vision collective, ce méta-récit. Donc on pourrait imaginer que la suite de ce rapport nous amène à la fois former et recruter et soutenir ce réseau d'ambassadeurs climat qui vont être les animateurs de proximité, qui vont adapter le discours en fonction de la population, du contexte, etc. On ne va pas parler du même sujet de la même manière quand on est rue de Passy ou rue de Belleville. On n'a pas le même public en face, on n'a pas les mêmes urgences, on n'a pas les mêmes enjeux. Y a des gens qui vont dire « mais moi, votre truc de 2050, ça ne m'intéresse pas parce que je ne sais pas où je vais dormir ce soir. » Et ils auront raison. Donc on ne peut pas parler de la même manière à tout le monde parce que ça n'a pas de sens. Donc, en revanche, on a un problème commun. Donc on a un méta-récit qui, lui, est universel. Donc on a besoin de construire en permanence les déclinaisons locales d'une trame générique. Et ça, c'est une vraie complexité qui nécessite des moyens qui, aujourd'hui, ne sont pas alloués dans les budgets publics et qui ne peuvent pas être soutenus par les budgets privés dans l'animation territoriale autour de cette transition. C'est pourtant ce dont on a besoin. Donc on va devoir aller vers une distribution peut-être en open source ou en mode de Creative Commons ou autre, de ce genre de repères en disant essayons ça, on n'a pas encore essayé, essayons ça, distribuons-le, commentons-le et voyons comment on peut l'adapter. Bien entendu, la fresque là, qui est présentée, on sent qu'elle a un focus sur un milieu plutôt urbain. Ça ne serait pas la même chose si on était au bord de la mer, Île-de-Léron, ce ne serait pas la même chose si on était dans un espace montagnard, ou un espace où la forêt domine, ou un espace plutôt camarguais, ou un espace de plaine, etc. Donc on n'a pas les mêmes dessins à faire.
Mais la même trame existe partout. Dans aucune société, vous pouvez retirer l'éducation. Ça ne marche pas. Donc, aucun des 24 modes ne peut être retiré. En revanche, la déclinaison, l'habillage de ces 24 modes peut évoluer. Donc oui, la réponse à la question, c'est que la commande de la ville de Paris s'est arrêtée à l'imagination d'un récit, mais n'a pas porté sur l'animation de ce récit. Il me semble que actuellement existent les plans de paysage qui sont un champ d'application de tout ce qui se dit ici, un champ d'application territorial très très important, puisqu'en fait il y en a actuellement, enfin des études en cours sur le territoire français, je ne sais pas, peut-être une vingtaine ou une trentaine, Bertrand, tu es bien au courant, c'est de cet ordre-là, où en fait sur tout le territoire français, des équipes pluridisciplinaires interviennent à l'échelle communautaire en fait, pour mettre en place un plan de paysage. Et par contre, ce que j'aimerais bien qu'on discute, c'est que les ministères concernés, et l'Adréal pour ne pas le nommer, restent un peu campés en fait sur une position un peu ancienne de la compréhension du paysage et des interventions sur le paysage, avec des idées comme les unités de paysage, les champs visuels, comme s'il y avait des terrains où on pouvait faire tout ce qu'on voulait, et puis d'autres terrains qu'il fallait protéger ou qu'il fallait garder. Alors que, en fait, le plan de paysage, c'est un champ d'application parfait pour mettre en place la transition énergétique. Est-ce qu'on pourrait aborder ce sujet? De fait, c'est l'intuition qu'on avait quand on a monté la chaire. Et c'est tout de suite qu'on a lancé des expérimentations de plans de paysage de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on a tout de suite vu que de fait, il y avait d'un côté, le ministère avait deux bras, deux hémisphères cérébraux, quelque part, puisque ce ministère est de la transition écologique, et, enfin, on va dire de l'environnement à l'époque, et de l'énergie, avait des politiques qui étaient séparées, avec d'un côté, effectivement, d'un bras modeste, celui du soutien au plan de paysage. Je dis modeste, même s'il a pris du poids, mais c'est modeste parce que c'est un support de 30 000 € par territoire, etc. Et puis de l'autre bras, il y avait la politique de soutien au TEPCV, les territoires à énergie positive pour la croissance verte, pour lesquels eux ont donné 500 000 € pour aller là-dessus. Et c'était deux bras différents, même si c'était le même corps, quelque part, ça ne fonctionnait pas du tout ensemble. Donc voilà, donc l'idée c'était de se dire, mais finalement, on a les intentions d'un côté, mais on a l'outil de l'autre, et en fait, il faut qu'on les fasse fonctionner ensemble. Voilà, donc c'était un peu ça l'idée. Je pense que ça vient doucement hein, sur le territoire. On a des expérimentations, et vraiment l'école a été assez motrice, si j'ose dire, dans ce travail d'expérimentation, qui va se continuer pendant des années, parce qu'on a tout à apprendre de ce côté-là, il faut reconnaître que c'est complexe. Mais en même temps, c'est vrai que c'est passionnant. Alors après, effectivement, on est sur des questions culturelles profondes, là, avec la question du paysage. Ça va nous emmener peut-être un petit peu loin d'aller sur les champs. À l'arrivée, la question, c'est d'aménager pour une société d'après-pétrole. C'est pas seulement de communiquer, c'est pas seulement de faire avec 15 000 € un petit schéma pour quelques actions. C'est pour qu'on aille après ça sur la façon dont on configure l'ensemble de l'établissement humain pour aller vers la résilience. Donc, soyons modestes sur le processus, et après ça, c'est effectivement le calendrier, et c'est là enfin, des alarmes, on peut les partager, ça c'est sûr. Donc, sur la partie aménagement, je pourrais donner une illustration. Aujourd'hui, le budget transport des 15 prochaines années en Ile-de-France, c'est le Grand Paris Express. C'est donc du coup un sujet d'aménagement, et il y aura plein d'études qui vont dérouler, qui vont découler de ça. Le truc, c'est que on va dépenser de l'énergie pour fabriquer les tunneliers, les bétons, etc., et les enroués qui vont permettre de réaliser cette infrastructure. Et on va gagner de l'énergie au fur et à mesure que les gens vont abandonner leur voiture et vont utiliser la nouvelle infrastructure du Grand Paris Express pour du coup baisser le coût carbone de leur mobilité. Et c'est là où on commence à faire une équation, on se dit il va falloir faire pas mal de kilomètres dans le Grand Paris Express pour compenser l'énergie qu'on aura mobilisée pour pouvoir le créer. Le problème, c'est que l'équation elle s'amortit dans 70 ans. C'est-à-dire que pendant 70 ans, on aura émis beaucoup plus de carbone dans l'atmosphère que ce qu'on aura permis d'éviter. Ce qui fait que si on regarde
notre calendrier, on est hors course. Ça veut dire qu'on aura émis un pic d'émissions pour pouvoir faire vite ce raccordement du Grand Paris Express, parce qu'il faut le faire vite, au pire moment. Donc la question qui se pose aussi pour les aménagistes, que tu évoques, Odile, c'est de savoir comment est-ce qu'on crée cette grille de lecture commune, ce méta-récit, qui doit se décliner dans le registre des SRADET, des PCAET et autres PLUI et autres SCOT et trucs machin, pour qu'on ait les mêmes références, le même calendrier et la même compréhension systémique des enjeux. Et notamment la question de l'énergie grise dans l'aménagement, elle est mal comprise. Aujourd'hui, à Nantes, se pose la question de savoir s'il faut ou non aménager le stade de la Beaujoire ou en faire un nouveau. C'est une bonne question, parce que si on prend cette question de l'énergie grise, jusqu'où faut-il aller dans la rénovation plutôt que la construction? Et si on fait un projet plutôt qu'un autre, dans quel matériau va-t-on le faire? Si on le fait en bois et qu'on fait une construction, on va stocker beaucoup de bois. Donc on va faire un grand stock de carbone très vite. C'est peut-être mieux que de faire un petit aménagement. Mais si on ne le fait pas en bois, c'est l'inverse. Donc c'est ce genre d'aller-retour qui est devant nous et pour lequel on n'est pas encore tout à fait équipé. La dimension du désirable va être très très essentielle à développer. Pour une raison simple, c'est que tout cet effort considérable, c'est une piste noire, on a bien compris, hein, pour aller vers la neutralité carbone, c'est pour un pays qui n'émet que 2% des gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Et donc, par rapport à cette pression migratoire qu'on évoque, etc., ces réfugiés climatiques, etc., on voit à quel point on a besoin d'aller très vite vers des modèles de vie, de qualité de vie, et ça reprend ce que disait Nico Tilly tout à l'heure, en termes de qualité du cadre de vie, des lieux de vie, etc., pour que cette transformation très profonde du territoire soit désirable très vite, non seulement auprès de nos populations, les fameuses 4 carrés qu'on avait pour qu'ils aillent tous vers le carré vert en haut à droite, là, dans notre schéma de tout à l'heure, mais aussi pour que cette espèce de modèle et de mythe sur lesquels fonctionnent tous ceux qui sont en voie de développement, pour qu'ils aillent assez vite vers ce basculement de modèle, eux aussi, pour que ce soit pour eux leur modèle de développement. Donc il y a des sauts quelque part technologiques, mais aussi de mentaux et psychologiques de mode de vie qui sont des défis absolument considérables. Voilà. Bon, Dorian, excuse-nous.